Salut, le magazine vraiment design, très déco, absolument mode et terriblement chic. C'est version française et c'est maintenant. Un cabas pour l'été et pour l'été suivant et l'été d'après encore, c'est l'indémodable et durable 727 Sailbag. Bruno Frisoni crée des chaussures féminicides, il sait mettre du chic à nos pieds et dans la vie. À l'ombre de la Sorbonne, les adresses secrètes de version française sont délicieusement intello. Il y avait le chocolat suisse, le chocolat belge, il faut désormais compter avec le chocolat des Français. Mais tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Après le plan basket, voici le plan gâchette. Le principe est le même, vous partez sans payer. Mais au bar Il Cimino, personne ne vous court après. Ici, Francisco prépare des cocktails italiens, façon 60s, dans un costume ajusté. Vous dégustez et à la fin de la soirée, vous devrez tirer. Une seule balle dans le chargeur façon roulette russe. Si ça fait boum, vous payez pas l'addition. Après la guerre, Marc Chagall revient s'installer dans le midi de la France. Il offre à l'État français une série de 17 toiles qui constituent le premier fonds du musée Marc Chagall qui se situe au cœur d'un jardin méditerranéen. Sa visite est la meilleure façon d'appréhender le travail de ce peintre mythique. Petites crevettes marinées au céleri, soupirs de quenelle de volaille au curry miam, mousse au chocolat au lait et citron vert gelé au gingembre. Avec Pierre Orsi, l'apéro devient un sommet de gastronomie. Le chef nous livre 27 recettes simples et faciles, alors foncez. L'apéro, c'est le nouveau dîner. On lui doit des parfums mythiques comme Miss Dior ou Arpège pour l'an 20. Dans les années 30, le parfumeur Paul Vacher crée sa propre maison, le Galion. Plus de 30 ans après, le Galion revient avec ses effluves iconiques. Tubéreuse, snob ou encore sortilège que porta Marilyn Monroe, enivrant. On pourrait vous dire qu'il est écolo ou encore éthique, mais il est surtout canon. Voilà la belle histoire d'un cabas durablement solide, beau et original. Il sent bon la Bretagne et les embruns, le cabas 727 Sailbags. Initialement inspiré du passionné du panier en osier, le cabas traverse les tendances sans jamais être inquiété. On y fourre tout son ménagement et c'est pour ça qu'on l'aime. La particularité de celui que nous vous présentons aujourd'hui est assez singulière. Il n'est pas fait à partir de n'importe quel tissu, non, non, non. C'est d'ailleurs de là que vient le nom de cette maison. Alors la marque s'appelle 727 Sailbags. 727 parce que c'est la longueur d'un bateau qui fait 7,27 mètres. Le bateau, c'est un quarter tonner, c'est-à-dire un monocoque, qui a été dessiné par l'architecte Bruce Farr. Et c'est dans les voiles de ce bateau-là que Jean-Baptiste Roger, le fondateur de la marque, a taillé ses premiers sacs. Jean-Baptiste a été vice-champion du monde de Hobbycat. Il a donc pas mal bourlingué. Donc il avait des vieilles voiles de compète et il voyait sur les différents événements sportifs des sacs faits dans les chutes de voilerie. C'est-à-dire pas des voiles qui avaient navigué, mais des chutes de voiles neuves. Et lui, il a eu l'idée de recycler les voiles après qu'elles aient navigué et de raconter leur palmarès. C'est ça qui est un peu génial dans le concept, c'est de raconter une histoire d'une compétition, d'un marin, d'un bateau. Vous avez une fiche d'authentification sur chaque produit qui raconte l'histoire de la voile qui fait votre sac. Sur quelle mer elle a vogué, quel skipper l'a déplié, quel bateau elle a fait avancer, quelle grande course elle a gagné. Par exemple, derrière moi, il y a toute la collection de sacs dans les voiles d'Éric Tabarly. Donc on va savoir si c'est Penwick ou Penwick 6. Est-ce que c'est les voiles qui ont gagné la Transat anglaise? Donc il y a toute cette histoire qui est racontée sur chacun des produits. Donc on vend un moment d'émotion. Au-delà du bagage de chaque voile qui vous fait rêver de régate, la démarche a un intérêt écologique. En effet, nos Bretons surfent sur la vague de la récup qui a déferlé sur nos côtes il y a quelques années. Certes, depuis toujours, des sacs sont fabriqués dans des voiles de bateau, mais des voiles neuves. Car réparer et recycler, ça coûte cher. Ici, on recycle dans un souci de préserver la nature et ses ressources, même si c'est plus coûteux. En France, 400 000 m² de voiles sont jetés chaque année. C'est la superficie de 1000 terrains de tennis, et ce n'est pas rien. Qui sont jetés à la décharge, c'est-à-dire que ça va être enfoui dans le sous-sol et ça va être biodégradé ou pas, puisqu'il y a des matières qui ne sont pas biodégradables, qui sont le carbone, le Kevlar, des gilets pare-balles. Certaines voiles sont dans ces matières-là. Il y a quand même une vraie volonté chez nous de leur redonner vie pour éviter qu'elles aillent dans les déchetteries. Après avoir acheté les voiles, ils peuvent lancer la production. Et s'ils font entre autres des cabas, c'est parce que leur associée Anna Bayou en est folle.
Donc comment ça se passe? On va récupérer généralement une voile de croisière. C'est-à-dire ce n'est pas des voiles qui sont techniques avec des fibres, c'est des voiles plutôt blanches, celles qu'on connaît. Et ces voiles, elles vont arriver à Lorient dans un énorme entrepôt qu'on a où on stocke toutes les voiles. On découpe un panneau qui fait à peu près 3 mètres par 1,60 et ce panneau va être lavé par un établissement qui s'appelle un ESAT qui réinsère les personnes en difficulté. Parce que chez 727 Sellbags, ils ne sont pas juste éco-responsables, ils sont aussi socio-responsables. Une fois le panneau tout propre, on le pose sur cette machine dans laquelle on digitalise le patron des sacs et la machine découpe ses formes. Il y a bien entendu un côté artistique qui entre en scène. Les créas choisissent une gamme de couleurs et ajoutent un chiffre sur chaque produit, car c'est la signature de la maison. Marie-Claire est l'une des couturières. Comme tous les employés, elle est passionnée d'océan. Ici, tout est cousu manuellement et les couturières utilisent le point zigzag sur les coutures visibles afin de rester fidèles au point utilisé traditionnellement dans les coutures des voiles. Mais concrètement, est-ce une production dédiée aux vieux loups de mer à la peau burinée par le soleil et le sel? Alors en fait, il y a plusieurs types de personnes. Il y a des gens qui sont des voileux, qui sont passionnés par le palmarès de la voile. Et puis il y a les gens qui sont un petit peu sensibles au Made in France. Ce qui va les passionner, c'est le fait que ce soit fait localement, à Lorient. Et puis il y a les gens qui sont un peu écolos dans l'âme, qui disent c'est génial, on a donné une deuxième vie à la voile. Peu importe notre profil, il suffit d'avoir envie d'évasion. On raconte des histoires d'océan. Par un morceau de voile, par un morceau de bout, par un œillet, on va raconter une histoire, l'histoire d'un skipper, l'histoire d'un bateau, l'histoire d'une île, l'histoire du Cap Horn, et l'histoire d'animaux marins. Allez, on vous laisse, ça nous a donné envie de partir en vacances. Bruno Frisoni est l'élégance même dans son allure de dandy parisien, comme dans les chaussures et accessoires qu'il crée pour la maison pas moins parisienne Roger Vivier. Rencontre avec un chic type. Un éléphant en peluche surdimensionné, des bibliothèques remplies de livres, d'objets vintage et de magnifiques paires de chaussures. Bienvenue dans l'univers de Bruno Frisoni. Le créateur est passé chez les plus grands, Lanvin, Christian Lacroix ou encore Yves Saint Laurent avant de créer sa propre marque de chaussures de luxe. Depuis 2003, il dirige la création de la maison Roger Vivier et c'est à ce bureau que commencent toutes ses journées, avec ses crayons et un papier. Car si dans la mode tout est affaire de saison et de tendance qu'il faut devancer, pour Bruno, dessiner reste un plaisir essentiel. C'est un métier où on a de moins en moins de temps. Donc je dirais que comme les femmes n'aiment pas céder sur rien, moi je n'aime pas non plus céder. Donc il faut que je sois heureux avec mes dessins. Et donc quand même, je continue d'utiliser mes crayons de couleur, il faut que ce soit très rapide. Donc ce sont des dessins qui sont un peu mal terminés, mais qui essaient d'avoir quand même une certaine allure. Couché sur le papier, un instantané, une envie. Donc là, j'ai assez envie d'un petit talon finalement pas très haut, pour une sandale du soir, d'été. Et pour Bruno Frisoni, la création, c'est avant tout une affaire d'intuition. Moi, je travaille par intuition, c'est ça qui est important. Il faut rester le plus individuel possible, tout en acceptant certaines influences qui sont très importantes. D'abord, il faut regarder autour de soi, être toujours curieux. Curieux, Bruno l'est. Alors pour ne rien oublier, il a comme beaucoup de créateurs un cahier qui l'accompagne partout. Il va y avoir des différentes choses qui sont liées à ma vie en fait, qui sont liées à mon travail, des croquis, toutes sortes de choses que je ne quitte jamais. Le dessin terminé comme ça m'intéresse sur le moment, mais la bonne information qui est essentielle, qui est absolue est là. Donc je peux toujours la réutiliser. Alors que celle-ci, elle est vraiment aujourd'hui et non pas demain et non pas hier. Et voilà. Paf! Remettre la marque au goût du jour, c'est un pari réussi pour Bruno Frisoni. Et lorsqu'il n'est pas dans son bureau à créer, il peut aller faire un tour dans la boutique qui est juste à côté, avec une halte par le stock. Moi, j'adore cet endroit. Mais pour moi, ça m'a toujours fait penser au silence des agneaux, avec la grille derrière où il y a tout le stock. Et voilà, ça m'amuse beaucoup. Enfin, une partie du stock. Allez-y. On sent que chez Vivier, Bruno Frisoni se fait plaisir pour nous offrir de véritables bijoux de pied. Alors Bruno, si vous nous présentiez une de vos dernières créations. Roger Vivier est un des pères du stiletto. C'est le talon très 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 fin par excellence, extrêmement féminin, extrêmement sexy. Et donc ça, c'est la nouvelle sandale Sin
avec ces petites fleurs en cuir nude sur du cuir noir, avec cette découpe en ondulation, donc sur un talon de 10 cm ou de 6,5. Donc c'est vraiment la féminité, le sexy chez Vivier. Gardez l'essence de la marque et y insuffler un vent nouveau. Bruno a su réveiller la belle endormie. Une opportunité presque magique pour le créateur. Il n'y avait plus rien, la marque, le nom prestigieux, donc l'excitation et le pincement d'inquiétude éventuellement de reprendre une marque pareille, et puis une page blanche qui vous est donnée, sur laquelle vous pouvez gribouiller ce que vous voulez, parce que finalement, on attend de vous une baguette magique. Avec lui et aux côtés d'Inès de la Fressange, l'historique maison de souliers est devenue une véritable maison d'accessoires. Bijoux, lunettes ou encore sac à main, il allie élégance et efficacité pour habiller les femmes de la tête aux pieds. Et le succès est au rendez-vous, dans sa boutique de Paris puis dans le monde entier. Londres, Milan, Hong Kong, New York, tout le monde s'arrache ses créations comme ses célèbres sneakers. Mais pour le créateur qui aime prendre son temps, le point de départ et la volonté restent toujours la même. J'ai choisi de faire ce travail d'abord parce que je voulais que le travail soit un plaisir. Donc pour moi, travailler finalement, c'est plus un jeu. Donc quand les ennuis, je dirais, c'est quand on a des réunions avec des gens qui vous demandent de faire des choses, ce que je refuse toujours parce que j'ai toujours dit non pour dire oui 2 minutes plus tard. Mais c'est le plaisir d'abord. Donc si mes dessins sont joyeux, si on sent la fantaisie, l'humeur, la bonne humeur ou le bonheur de le faire, c'est communicatif. Donc à la fin, le résultat est visible, perceptible, pas définissable, mais il est là. Et on adore. Bonjour Bruno Frisoni, merci de nous recevoir aujourd'hui. Avec plaisir, bonjour Catherine. Dans votre très beau bureau chez Roger Vivier. Merci. Donc on va commencer un peu par le début. Vous êtes deux parents italiens, votre maman était couturière, les 4 enfants étaient pratiquement habillés sur mesure. Mais quand est née cette passion pour la chaussure et les accessoires? Tardivement, parce que je me suis d'abord beaucoup attaché aux vêtements finalement. Dans mon enfance, comme vous le disiez, j'étais habillé par ma mère, mais j'ai toujours été fasciné par le vêtement, par la façon dont les gens se présentaient et puis par le dessin. Alors comment elle vous habillait, votre maman? Oh, moi j'ai souvenir par exemple de shorts, je devais avoir 6-7 ans peut-être, à l'époque les garçons étaient en short, en fil à fil gris, avec une chemise blanche, un petit gilet en fil à fil, et puis des petites chaussures lacées à trous, donc très classiques. Et je me souviens particulièrement d'une nuit de Noël, donc à la messe de minuit, et un enfant s'ennuie. Enfin, moi je me suis toujours ennuyé à la messe, même si je trouve les chants magnifiques. Et au bout de quelques temps, je regardais mes pieds, puis je comptais les trous. Tellement c'était dur. Voilà, donc la première vraie analyse, réflexion de la chaussure, c'est à ce moment-là, je pense. C'est de l'ennui que naît la créativité. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est beaucoup de gens qui le disent. Ça, c'est fantastique. C'est possible, effectivement, quand on s'ennuie, que fait-on ? Et on commence à réfléchir, on commence à être créatif éventuellement, oui. Oui. Alors ensuite, vous êtes passé par plusieurs maisons, vous avez créé votre propre griffe et un jour, Roger Vivier vous appelle, vous abandonnez tout. Plus exactement, Diego de Laval, qui était qui avait décidé d'investir, d'acheter la marque Roger Vivier, de lui donner une renaissance, qui était une excellente idée. Et encore une meilleure idée, c'était de m'appeler. Mais c'était une décision pour vous évidente, c'était facile de se dire, voilà, je crée maintenant pour la maison. Non, il y a d'abord un pincement, on se dit, est-ce que, quand même, pour moi, Roger Vivier était un personnage illustre, vraiment, ça fait partie des gens dans la mode que je mets à côté de Gabrielle Chanel, d'Yves Saint Laurent, de Christian Dior. Donc on est impressionné. En plus, je ne m'y attendais pas. C'était une marque Bruno Frisoni que j'avais lancée 1 an auparavant. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on vienne me chercher pour ça. Je n'ai pas du tout pensé. Et puis j'ai finalement accepté. Et voilà. Puis ensuite, on se jette à l'eau, on accepte de se déshabiller quelque part. Et si aujourd'hui, vous pourrez définir votre propre histoire chez Roger Vivier, en quelques phrases, ça serait ? Je crois un grand plaisir, une souffrance aussi finalement. Je crois que c'est un peu ça. On souffre et on a du plaisir. Ça, c'est toute votre vie, c'est de chercher un équilibre aussi bien
dans Mais cet c'est héritage de inconscient. votre création. Et puis un équilibre aussi entre un talon, une hauteur, une chaussure. L'équilibre, elle est primordiale. Pour moi, le pied est un élément du corps qui me fascine, que je trouve absolument magnifique et qui est très important parce qu'il vous communique tout. Et on doit avoir les deux pieds bien à plat, bien posés. Et donc je dessine toujours les deux pieds ensemble, rarement un pied seul. Effectivement, l'équilibre est très important. Et de toute façon, quand on est déséquilibré, on finit par avoir mal au dos. Vous n'avez pas mal au dos. Si, bien sûr, mais on me rectifie. Est-ce que le sneaker que j'ai la chance de porter aujourd'hui est un bon exemple de Bruno Frisoni chez Roger Vivier? Tout à Il y a fait. la boucle et il y a quand même la modernité. Aujourd'hui, ça a remplacé tout simplement les ballerines pour Roger Vivier. C'est un phénomène qui est là depuis quelques années et on trouve de tout, du modèle très conceptuel au modèle très féminin, au modèle très enrichi, au modèle extrêmement sport, au modèle très technique. Nous ne sommes évidemment pas techniques, mais je ne sais pas qui m'a dit, une jeune femme blonde m'aurait dit que c'était peut-être trop confortable. Merci beaucoup Bruno. Le 5e arrondissement, c'est celui de la Sorbonne. Notre visite aujourd'hui se déroulera donc sous le patronage philosophique d'Aristote. Une promenade bien sûr qui nourrira notre esprit, mais nous fera aussi goûter des saveurs rares. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bonnes adresses parisiennes. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré pour vous faire découvrir un nouvel arrondissement. Aujourd'hui, direction le 5e, un arrondissement empreint d'histoire rempli de monuments et de ruelles où la vie étudiante bat son plein. Notre première adresse s'inscrit de manière très cohérente dans ce haut lieu de la vie intellectuelle parisienne, les Petits Platons. C'est à la base une collection et maintenant une librairie qui veue faire redécouvrir la philo. Les Petits Platons, c'est une collection de 26 livres maintenant qui fait découvrir la philosophie aux petits et grands philosophes. Donc, c'est une introduction par la fiction philosophique, donc c'est pas un résumé, c'est pas une biographie, c'est vraiment une histoire qui est du coup aussi intéressante pour des enfants et des ados que des adultes, même si tout le monde ne lit pas pareil. Le but, c'est d'avoir une dimension qui est ludique, graphique et qui permet de réconcilier autant que possible les gens avec la philosophie. Une bonne idée devenue un lieu d'échange qui propose aussi d'autres approches complémentaires. Le but, c'est de faire des échos et de montrer que la philosophie, elle n'est pas dans un petit bocal, mais qu'elle échange avec beaucoup d'autres matières. Les ouvrages s'exportent même dans d'autres langues, alors vous êtes plutôt Socrate, Kant, Freud, Diogène ou Hannah Arendt. Si la philo vous fait peur, c'est le moment de l'apprivoiser grâce à ces livres pour petits et grands. Maintenant qu'on a philosophé, on peut aller du côté de la rue Mouffetard, se prêter à une autre forme de savoir, celui de la dégustation du thé. Avec ses 500 millésimes, la maison des 3 thés accueille la plus grande cave à thé du monde. Quand elle l'a lancée, Maître Tseng, souffrant de ne pas trouver de bon thé à Paris, a voulu offrir aux amateurs de cette boisson un lieu d'exception. Un lieu pour le thé qui soit à la hauteur de la gastronomie française. C'est vrai que le thé, c'est quelque chose qui fait pas partie de la culture française. En revanche, les Français ont expérience de vin, on a les cultures de vin et on a aussi cette culture de cuisine gastronomique. Pour cet expert à la renommée internationale, c'est aussi l'occasion de le faire découvrir. Moi, je dis toujours, il suffit d'être ouvert d'esprit et d'être surtout gourmand. Et pour ces gourmands, Maître Tseng propose tout un rituel de dégustation. D'abord, on sent le thé dans le verre, puis on le vide, on sent le verre vide, et enfin on goûte. À chacune de ces étapes, le nez, le palais de Maître Tseng sont capables de déceler une infinité de saveurs. Démonstration. Céréales, le blé crié, brioche qui vient de sortir du four, des fruits très très mûrs, des figues de Barbarie, goyaves très très mûres, fleurs de prunier, le mijoté de légumes. On commence à avoir cette présence-là. À la manière du vin, le thé révèle d'innombrables subtilités. C'est pourquoi Maître Tseng tient à partager sa passion en collaborant avec les plus grands chefs, œnologues ou encore chocolatiers. Bon, il est vraiment temps pour les Français de se mettre à l'heure du thé. Dernière étape du côté du Jardin des Plantes, dans un recoin un peu caché. Bienvenue au Jardin Alpin.
Ce lieu consacré aux plantes issues de milieux montagnards est un vrai havre de paix qui recèle plus de 2500 espèces. Cette association entre les rochers, la rocaille, les végétaux, le décor en quelque sorte, le décor qui recrée en effet ces milieux montagnards, donne une impression de dépaysement vraiment très très fort en plein milieu de Paris. En plus d'être un jardin d'agrément, le but de ce lieu est à la fois pédagogique et scientifique. Sensibiliser le public à la flore alpine, mais aussi permettre aux botanistes de l'étudier. À l'image de Michel, qui est un vrai passionné. On a l'impression qu'à notre échelle, les plantes sont statiques, sont mobiles, mais ce n'est pas du tout le cas, puisque des populations entières ont migré de région à une autre en l'espace de quelques milliers d'années. Alors pour venir voyager un peu vous aussi parmi les différentes chaînes montagnardes du monde et admirer l'inestimable beauté de leurs fleurs, ou simplement pour venir vous ressourcer en plein Paris, vous savez où aller. Mathieu, Paul et Vincent sont les nouveaux apôtres du chocolat. Le chocolat des Français, leur marque artisanale, espère bien apporter sa petite différence aussi bien sur le fond que sur la forme. Qui a dit qu'il n'y avait que les Suisses et les Belges qui savaient faire du chocolat? Avec leurs tablettes colorées, Mathieu, Paul et Vincent, cofondateurs du chocolat des Français, comptent bien tordre le cou à cette idée reçue et proposer un chocolat à part, à la fois bon et beau, gourmand et made in France. Ce qu'on voulait faire, c'était allier nos deux passions qui étaient l'art et le chocolat. Donc on s'est dit, on va faire des tablettes super bonnes et super belles. Un credo simple à l'initiative des trois grands gourmands. Mathieu et moi, je pense qu'on a dégusté, des milliers de tablettes de chocolat pendant nos études. Donc c'est vraiment une passion d'amateurs. Des amateurs, oui, mais qui savent s'entourer d'experts, à l'image de leur chocolatier et de ses 40 ans d'expérience. Le but, c'est de remettre au goût du jour un savoir-faire artisanal et surtout un savoir-faire français. On entend souvent parler du chocolat suisse, du chocolat belge. Et nous, on s'est dit, il y a une super belle tradition en fait, du chocolat en France. On avait envie de porter fièrement cette tradition. Et du coup, il ressemble à quoi ce chocolat des Français? C'est un chocolat artisanal, 100% pur beurre de cacao, sans huile de palme. On travaille vraiment avec un sourcing de qualité et on associe à la masse de cacao des ingrédients régionaux comme le sel de Guérande, comme le caramel de Bretagne. On propose un chocolat qui est gourmand, qui fait en fait référence à une époque un petit peu ancienne, l'époque de nos grands-parents, où la gourmandise était au centre du produit. On est vraiment à l'opposé de ce qui se fait actuellement, où là on est sur des origines, des choses très très amères, très très pointues. On pense qu'il n'y a pas besoin d'être expert pour apprécier un carré de chocolat. Un chocolat à la française et made in France, puisque de la fabrication à l'illustration et l'impression, le but c'est de faire travailler des talents locaux. Et parmi les talents, il y a ces nombreux artistes qui collaborent au projet et qui font son originalité. Après le bon, le beau. On leur a donné un thème très large qui est Paris, la France et le chocolat. Et on leur laisse à partir de la carte blanche. Pour la technique, ça peut être de l'aquarelle, du pastel gras. Ce qu'on voulait, c'est avoir beaucoup de spontanéité. En fait, on a collaboré jusqu'ici avec une centaine d'artistes issus d'univers très variés. Vous avez par exemple Sheina Zlemka qui travaille beaucoup dans l'édition, Maria Sena qui fait des livres jeunesse à l'école des loisirs, Cléa Lala qui est plus dans l'art contemporain et qui expose dans de nombreuses galeries parisiennes, même Maud Bégon qui est auteur de BD chez Casterman, ou encore Edith Caron qui est une jeune illustratrice qui vit à Berlin et qui travaille pour Télérama, Les Inrocks, le L. Et parmi ces artistes, il y a notamment Jean André, dessinateur qui a déjà participé plusieurs fois à l'initiative. Au-delà d'une collaboration, c'est aussi une vraie rencontre. Ça laisse une vraie place à l'artistique. C'est pas juste une collaboration, un one-shot avec un artiste, un truc qu'on ne reverra plus jamais. J'ai trouvé ça intéressant de creuser dans cette direction-là et de me dire ok, ça peut être un bon, comme un running gag ou un fil rouge, de faire ça sur 3-4 ans avec eux toujours. Je fais mes dessins et si ça plaît, ils le prennent, si ça plaît pas, j'en refais d'autres. Voilà. Mais en général, c'est assez efficace. Rapidement, on trouve un terrain d'entente. Un sens de la collaboration que sous-entend le nom de la marque. Mais qui se cache derrière? Ce sont tous les gens qui portent le projet, l'équipe, mais aussi les artistes et tous les fans du concept. Aujourd'hui, cette marque 2.0 s'active sur Instagram et est suivie par plus de 50 000 abonnés. Un succès grandissant pour ce chocolat, vendu aussi bien dans les épiceries fines que les concept stores, qui se dégustent autant qu'ils s'exposent. Et leur ambition ne s'arrête pas là.
On a plein de projets. Il faut que le chocolat des Français puisse parvenir aux quatre coins du monde. Donc on a vraiment envie de devenir une marque de référence et internationale dans l'univers de la gourmandise. Et puis d'investir dans de nouveaux développements produits, dans des nouveaux formats, des nouvelles tablettes, etc. On a vraiment plein d'idées. Plein d'idées pour un projet qui n'a pas fini de contenter nos papilles comme nos yeux. Version française est déjà finie, mais soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Bye!